globalement, ça, c'est pas une surprise. Tout le monde est très mécontent des mesures de l'Arizona, évidemment. Sauf une. Ils soutiennent toujours la limitation du chômage à 2 ans, la taxe, voilà. Et je me dis, mais enfin, c'est incroyable, quoi. Ils trouvent que, globalement, c'est de la merde, passez-moi l'expression, ce que fait l'Arizona. Mais quand même, l'exclusion du chômage, ça va. À votre avis, pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens, hein, on l'a dit en long, en large et en carré aujourd'hui. Mais comment est-ce possible que dans une population de gens, entre guillemets, normaux, il y a encore une majorité de gens qui disent « Oui, oui, ok, l'Arizona, ça ne va pas du tout, c'est des antisociaux et tout ça, mais quand même, limiter le chômage dans le temps, ça, c'est une bonne chose. » Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 40 ans, parce que ça met du temps à rentrer dans les esprits, on nous dit, on l'entend dans les médias, les hommes politiques de tous bords, hein, à quelques exceptions près à gauche, que finalement, ce n'est pas normal qu'on paye des gens à rien faire et que donc, sous-entendu, ces gens sont des profiteurs du système. Et derrière tout ça, il y a ce concept de méritocratie. Vous l'entendez souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment travailler. Et quand on veut, on peut. Voilà, ça c'est ce qu'on entend tout le temps. S'ils voulaient vraiment travailler, ils travailleraient. La méritocratie, qui est tellement vantée par la droite, le MR, la NVA, enfin bref, postule, donc dit le principe de base, c'est que tout le monde a les mêmes chances au départ. On sait bien que ce n'est pas vrai. Vous naissez dans un milieu particulier, avec des conditions sociales, économiques particulières qui font que, fatalement, vous n'avez pas les mêmes chances. Or, la méritocratie dit exactement le contraire. Et donc, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas à cause des conditions socio-économiques, c'est parce que vous êtes un fainéant. C'est ça. Alors, ça paraît débile qu'on le dit comme ça, mais à force de dire ça aux gens, depuis des décennies, dans les médias, dans les discours, ça finit par rentrer. Je ne sais plus qui disait qu'un mensonge répété tellement de fois devient une vérité. Voilà. Et ça, c'est vraiment le gros principe. Moi, j'ai été encore scotché quand j'ai vu les résultats il y a quelques jours de cette enquête. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Et puis, je me suis dit, mais oui, mais c'est le résultat de tellement d'années de matraquage qu'il faudra longtemps pour déconstruire ces discours. Et c'est pour ça que j'en parle. Je te cède la parole. C'est parce que nous, on est dans la formation et que ce genre de réflexion, on les a même auprès des travailleuses, des travailleurs, des délégués qu'on a parfois en formation. Pas tous, hein, je vous rassure, mais ça arrive. Parce que pour eux-mêmes sont mis sous pression dans leur travail. Oui, mais moi je travaille dur, j'ai du mal et je ne gagne pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Et eux, ils touchent quasi la même chose que moi, dans certains cas. Et eux, voilà, et ça leur tombe tout cuit. Vous voyez, c'est sur ça qu'on est. Tout remettre sur l'individu, comme si tout ce qu'il y a autour de lui, ses conditions sociales, là où il est né, son parcours n'avait pas d'importance. C'est lui qui est responsable. Vous voyez ça dans la santé aussi, hein. Vous entendez cette petite musique depuis quelques années. Est-ce qu'il faut continuer à soigner des gens d'un cancer du poumon alors qu'ils fument? Est-ce qu'il faut continuer à dépenser de l'argent pour soigner des gens qui sont alcooliques? Vous voyez, on traite la santé comme un bien privé. Et une fois de plus, on considère que tout le monde a les mêmes chances. Or, on sait bien que par rapport à la santé notamment, c'est la loterie et que le milieu est très important dans le fait d'être en bonne ou en mauvaise santé. Il y a une étude qui est parue il y a quelques années par Solidaris, la VUB et d'autres, en 2017, je crois, qui mettait en évidence « on vit plus longtemps ». Ça, on entend ça tout le temps. Ça sert aussi à justifier qu'on travaille plus longtemps, entre parenthèses. Mais oui, tout est lié. C'est une guerre culturelle, donc il n'y a pas de raison. Et par contre, on dit « ah ben oui, maintenant on vit jusqu'à passer 80 ans avec un petit différentiel homme-femme, donc il faut travailler plus longtemps parce qu'il faudra payer les pensions ». Ça paraît très logique. Sauf que l'étude a montré, cette fameuse étude dont je vous parle, que le différentiel, l'espérance de vie, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, parce qu'ils ont eu les moyens de bien s'occuper d'eux, n'ont pas trop stressé dans l'existence, tant mieux pour eux, vivront jusqu'à 90 ans. Par contre, beaucoup de gens vont vivre moins que la moyenne, parce que les moyennes, ça lisse les différences, c'est le principe. Et puis, il faudrait parler de l'espérance de vie en bonne santé, qui est quand même encore un autre débat. Donc, la moyenne de vie des plus pauvres ne dépasse pas 64-65 ans en Belgique. Et en France, c'est à peu près les mêmes chiffres. Par contre, les plus riches vont au-delà de 80, évidemment, parce que dès qu'ils ont un petit quelque chose, ils se sont soignés. Voilà,
vous savez, à partir du moment où on n'a plus d'argent pour se payer ses soins de santé et qu'on attend le dernier moment pour aller voir un médecin ou quoi, et que tout le temps perdu, c'est du temps évidemment qui va permettre à la maladie de gagner du terrain. Les conditions, quand vous vivez à 8 dans un logement qui est fait pour 4, où les gens fument, exigus, où on mange mal parce que la nourriture de qualité est plus chère aussi. Moi, j'entends des réflexions qui me tuent en disant « Ouais, mais bon, les pauvres, ils se plaignent, mais regardez, il y en a beaucoup qui ont un excès de poids. » Et c'est une blague ou quoi? Parce qu'ils mangent des lasagnes à 70 cents de chez Aldi, voilà. Et que la bouffe bio coûte beaucoup plus cher. Alors là, enfin voilà. Pour le cancer, par exemple, qui est la maladie qui est en train de dépasser les maladies cardiovasculaires, le cœur, en termes de mortalité, hein, donc en Europe en tout cas. Eh bien, le cancer, c'est le discours de droite dit mais c'est parce que vous n'avez pas pris soin de vous. Vous avez bu, vous avez fumé, vous avez mal mangé, vous n'avez pas fait de sport, enfin bref. Et ça, par contre, ça occulte, ça cache tout l'aspect pollution, par exemple. Ah non, la pollution, jamais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vous. Et, vous voyez, on revient toujours sur une responsabilité individuelle. Et je pense que si c'est encore aujourd'hui dans les mentalités, on dit que les chômeurs sont des fainéants et qu'il faut les remettre au travail, eh bien, ça participe de ça aussi. Et donc, on est vraiment aujourd'hui dans une guerre culturelle. C'est-à-dire que les gouvernements actuels, parce qu'on a déjà connu des gouvernements de droite, hein, dans les années 80, j'en parlais tout à l'heure, bon, les gouvernements Martens-Gold, ce n'étaient pas des marxistes, hein, mais ils avaient une vision très, très centrée sur l'économie. Et aujourd'hui, le gouvernement de droite qu'on a est un gouvernement qui veut remettre l'ensemble de la société au pas, avec une individualisation forcée, un peu à l'américaine, hein, si vous voulez un exemple qui existe malheureusement en Angleterre aussi. Hein, donc, voilà. Et donc ça, je pense que c'est important. Nous sommes tous ici des gens qui sommes plus ou moins conscientisés. Nous, en formation, chaque fois, on doit déconstruire ce type de stéréotypes. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, ce que disait, ça c'est une interview de Florence, donc je ne suis pas allé très loin. C'est une interview d'il y a quelques mois dans le journal Syndicat. Qui dit bah oui, mais ce qui est le plus difficile, c'est la précarisation de l'emploi. Et la multiplication des travails intérimaires, courts, et donc Grégory vous l'a montré aussi, qui ne rentrent pas nécessairement en compte dans certains calculs pour bénéficier éventuellement après d'allocations. Donc résultat des courses, c'est quoi le but? C'est de vous forcer à accepter n'importe quoi comme travail. N'importe quoi. Les flexi-jobs qui sont appelés à se développer malheureusement d'une manière incroyable, c'est ça aussi. Et on dirait de toute façon aux gens, vous ne gagnez pas assez avec les allocations de remplacement, avec un travail à temps partiel, il reste les flexi-jobs. Vous dormez trop de toute façon. Donc, voilà, on en est, et puis ça aura des conséquences sur la santé, on voit bien, hein, et on dirait que c'est de votre faute. Tout ça fait partie d'un projet vraiment de société. C'est ça qui change par rapport au gouvernement de droite qu'on a connu avant. Certaines compagnies d'assurance proposent dorénavant des assurances perte d'emploi qui coûtent des fortunes, mais c'est pour un temps très limité, vous en doutez. Mais oui, ça existe déjà de dire. Vous savez, qu'est-ce qui est intéressant pour la droite évidemment, dans le démantèlement de la Sécu? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas la Sécu en elle-même, ils s'en foutent. Ce sont les 100 milliards disponibles éventuellement qui sont là chaque année et qui pourraient passer au privé, qui sont encore ce qu'on appelle un bien commun, puisque Florence a bien expliqué, hein, donc, le salaire différé, qui est la différence nette brute. Ces 100 milliards qui échappent au privé, puisque c'est dans ce circuit de solidarité qu'on appelle la Sécu. Si vous démantelez la Sécu, les gens, comme tu dis, n'auront plus d'autres alternatives que de cotiser dans des assurances privées. Donc on est vraiment dans un enjeu qui est capter les 100 milliards, parce que c'est pas rien 100 milliards, hein, je veux dire, c'est le plus grand marché potentiel pour le privé qui existe en Belgique. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Montrez-moi un autre secteur qui pourrait rapporter 100 milliards par an au secteur bancaire, au secteur des assurances. Il n'y en a pas, sauf la Sécu. Voilà. Donc, et c'est là l'enjeu. Au-delà de tous les discours idéologiques, il faut rééquilibrer le déficit de la Sécu. C'est du flan, ça. La vraie raison, c'est qui va capter ce qu'on laissera au privé. Et c'est un marché potentiellement pour le privé gigantesque. Ils attendent que ça, hein, les assurances, les banques, ils sont là, ils sont au taquet, hein, ils ont déjà leur plan de bataille. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus se laisser prendre par les discours trop politiques. Il y a un pragmatisme de droite absolument écœurant là derrière qui est, non,
Il y a du pognon à se faire. Alors, dernier élément, donc on sait bien aussi, puisque c'était un des arguments, j'aime bien dire, oui, mais si on limite les... Parce que ce sont des fainéants, évidemment. Si on limite le chômage dans le temps, ça va leur donner un grand coup de pied au derrière et ils vont chercher de l'emploi. Sauf que cet emploi, ce fameux emploi, est-ce qu'il existe ? Je me souviens de David Clérinval qui parlait de 300 000, puis il est revenu à 100 000. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a des écarts absolument fondamentaux. Et puis, de quel emploi parle-t-on ? Est-ce qu'un jour semaine, on peut considérer ça comme un emploi ? Enfin, c'est très compliqué. Et en plus, on vous dit, ah oui, mais il y a les métiers en pénurie. Est-ce que c'est vrai ça ? Parce que c'est vrai, il y a des métiers en pénurie. Il y a des secteurs où on cherche de l'emploi. Est-ce que c'est vrai ? Parce que l'adéquation paraît facile, hein. Il y a 250-300 000 chômeurs indemnisés, et puis il y a à peu près 150-200 000 postes en métier en pénurie. On a vite fait le... Bah oui, donc allez là. Est-ce que ça marche comme ça ? Ça, c'est le grand problème, c'est que la plupart des métiers en pénurie, la plupart des gens qui sont, c'est pas de leur faute, peu de qualifications, ne rentreront pas dans les clous des métiers en pénurie qui demandent des qualifications. Je prends un exemple. On manquait il y a un an, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, peut-être bien, de bouchers. Boucher charcutier. On en manquait partout. Okay. Ben, vous ne devenez pas boucher charcutier comme ça. Tiens, j'ai décidé que demain, je rentre chez Redman pour devenir boucher. Il faut une formation. Il faut une qualification au bout. Et donc voilà, donc c'est un peu ça. On demande à des gens peu qualifiés de rentrer directement, puisqu'on leur supprime leurs allocations, dans des métiers qui demandent une qualification souvent assez longue. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je ne veux pas taper sur les mêmes, mais les services ONEM, Forem, VDAB, enfin VDAB, je ne sais pas, Acteris, sont sous pression aussi. C'est-à-dire que c'est des travailleurs à qui on va demander maintenant des résultats, hein, je dirais, notamment en termes de remise à l'emploi. Enfin, voilà. Donc, comme on demande aux mutuelles dans le cadre des parcours de réintégration, enfin bref. Donc, c'est aussi une pression sur eux, ce qui fait que, enfin, moi je prends un exemple, donc j'ai un neveu qui pour le moment est sans emploi, il a 26 ans. Donc c'est Charleroi, donc c'est la Wallonie, donc c'est le Forem. Eh bien, ils envoient des offres d'emploi parce qu'ils ont des quotas d'envoi maintenant d'offres d'emploi, mais on leur envoie n'importe quoi. Je crois que la dernière fois, c'était coiffeuse qu'on lui a envoyé. Il est assistant social. Enfin, voilà, c'est très beau comme métier, mais j'ai du mal à imaginer mon neveu Martin. Donc, voilà, et donc ça veut dire que c'est n'importe quoi, parce qu'ils sont obligés, sous pression, ils envoient des offres d'emploi, allons-y, mais c'est n'importe quoi, parce que ça ne correspond même pas de très loin à une qualification éventuelle de la personne concernée. Donc voilà, donc voilà. Par contre, effectivement, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'on va considérer comme remise à l'emploi. Est-ce que 10 heures semaine, c'est une remise à l'emploi ? Si oui, alors évidemment, ça va faire monter les chiffres. Mais est-ce que c'est un emploi stable ? Non. Qui permet de vivre ? Non. Voilà. Donc moi, je pense que ce qu'on cherche, c'est la multiplication, pour que les gens puissent survivre, la multiplication de petits jobs, même légaux, hein, mais je veux dire, et qui poussera à accepter absolument n'importe quoi. Voilà. C'est une dérégulation totale du marché du travail qui était régie, je le rappelle, par la loi de mars 1971. Enfin, elle a été... changé 18 fois, mais il y a encore une loi qui date de 71, mars 71, qui est la loi qui régule notamment le temps de travail. Eh bien, cette loi est en train d'exploser, il n'en restera quasi bientôt plus rien. Voilà. Et dernier élément, c'est vrai qu'on a toujours dit, c'est pas grave, il reste le CPAS, sauf qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, il faut des conditions pour émarger au CPAS et que beaucoup ne rentrent pas dedans. Et moi, je me souviens d'un homme politique wallon. On avait laissé le micro allumé lors de la déclaration de politique régionale et qui a dit ils passeront sous les radars. Il ne savait pas que ça s'entendrait parce que le micro... Passer sous les radars, ça veut dire quoi ? Le fameux tiers. Hein, un tiers retrouve de l'emploi, un tiers au CPAS et un tiers... passer sous les radars, c'est ça, hein, qu'ils se débrouillent. Oui, disparaîtrait des radars, passerait sous les radars. Enfin bref, ils ne le disent pas comme ça, mais ils s'en foutent. Voilà. Et ça alimentera le travail au noir qui, par exemple, à Bruxelles, prend des proportions absolument incroyables. Ça va devenir même, ce qu'on appelle l'économie parallèle, va devenir un des piliers de l'économie tout court, ce qui est quand même assez délirant, quoi. Je veux dire, donc...
Ben voilà, écoutez, moi, j'ai terminé. Si nous voici encore des questions, quoi, n'hésitez pas. Sinon, ben,